Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir dans votre émission Les Rendez-vous de Thiès Dakar. Pour ce nouveau numéro, nous avons l'immense honneur de recevoir un homme particulier, nous allons dire, que nous avons trouvé ici avec des bâtons en tout cas. Il nous dira qu'est-ce que c'est ces bâtons et il s'appelle Abdurrahman Gueidi. Abdurrahman Gueidi, bonjour. Bonjour et merci bien de me donner l'occasion, encore une fois, d'expliquer pourquoi j'ai des bâtonnets. Ok, Et, Abdurrahman, avant de revenir avec les bâtons qu'on a trouvés sur vous, on va d'abord s'intéresser d'abord à votre profil. Vous allez d'abord vous présenter aux internautes de Thiès Dakar pour nous dire exactement qui est Abdou Gueidi. bon, Abderrahmane Gaïdé est arrivé au Sénégal le 10 septembre, le 9 septembre 89 et est arrivé à Dakar le 10 septembre aujourd'hui, 31 ans déjà, je suis au Sénégal. Mais je suis né mauritanien, je suis arrivé à l'âge de 28 ans, à 27 ans, j'ai donc vécu 27 ans en Mauritanie, ayant parcouru tout le pays. Et aujourd'hui, 31 ans après, j'ai parcouru tout le pays, tout le Sénégal en même temps. Et je suis historien de formation. C'est ici que j'ai fait mon DEA, j'ai fait ma thèse avant d'aller m'installer une dizaine d'années à Paris. Et tout d'un coup, on me suggère, est-ce que tu veux revenir au Sénégal pour un poste qui est ouvert au département d'histoire? Je n'en croyais pas mes yeux, puisque mon objectif était de revenir sur le continent africain et le Sénégal était le pays le plus indiqué pour moi, puisque d'abord, mon sang y coule, puisque même si je suis né de l'autre rive, mon sang coule ici, d'abord. Et je crois que aujourd'hui, si je m'intéresse à l'art, c'est lié peut-être à mon expérience personnelle, mais pas singulière. Hein, elle n'est pas singulière, puisque c'est l'expérience d'un homme qui marche et qui va à la rencontre des autres et qui cherche à euh, retrouver une certaine humanité et autour de cette humanité bâtir quelque chose qui puisse servir l'ensemble. Mon objectif, c'est trop ambitieux, utopique, c'est de converger vers quelque chose. Et je me suis dit, peut-être que le bois, garab, l'équi, l'arbre, peut servir à quelque chose. Puisque la maladie d'aujourd'hui, on cherche un garab. Moi, j'ai trouvé un garab qui me donne la capacité de vivre avec lui et d'essayer de le transformer pour qu'on puisse l'observer mieux. Ok, donc vous transformez en tout cas les bâtons, disons-le comme ça, ou bien les arbres pour qu'on puisse l'observer mieux. En tout cas, vous êtes professeur d'histoire et en même temps vous vous intéressez à l'art. Comment vous arrivez à juguler les deux passions? Bon, je crois que en tant qu'historien, j'ai d'ailleurs l'habitude de le dire, un historien moderne et contemporain qui n'a pas une fibre artistique va être lu, mais il n'aura pas le rythme nécessaire qui va accrocher son lecteur. Donc l'art est consubstantiel à l'histoire, puisque c'est une question de rythme. Que ce soit la peinture, c'est un rythme des mains qui va du pot de peinture à la surface. Et la sculpture aussi, c'est le rythme des mains. C'est la force physique qui fonctionne. Avec l'esprit, bien sûr. Alors que l'histoire, bon, tu utilises une force physique légère pour feuilleter les archives, tu utilises plus l'esprit. Donc, et j'ai été amené à le faire parce que dans un passé récent aussi, j'ai été jardinier en France. J'ai un petit diplôme de jardinier, j'ai été ouvrier agricole, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être se rapprocher davantage de la nature pour voir ce qu'on peut y faire. On le sait déjà depuis que le monde est monde. Donc il n'y a aucune contradiction possible entre l'exécution euh, de l'acte, pas de création, mais de transformation d'une chose, et l'écriture de l'histoire. Puisque je, je fais l'histoire de cette plante. Puisque je suis... Donc, si on comprend bien, vous êtes en contact permanent avec la nature. Aujourd'hui, qu'est-ce que la nature peut-elle nous enseigner? Aujourd'hui, si nous prenons les bâtons que nous avons, qui sont en face de nous,
qu'est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir comme lecture de ces plantes, au-delà de l'image qu'elle présente? Au-delà de l'image qu'elle présente, c'est pas un arbre, c'est une fleur. C'est le bougainvillier. Et le bougainvillier, il se trouve qu'il nous vient du Brésil. Et il est venu dans le sillage de la colonisation. Et il n'embellissait que les petites maisons du plateau. Aujourd'hui, si vous circulez dans la ville, il y a des bougainvilliers que chez les concessions des patrons. Et vous voyez très bien que le bougainvillier a besoin d'un mur et on lui plante des clous, soit des fils de fer, soit des cordes. L'exemple est là. Par exemple, celui-là, je l'ai ramassé dans une poubelle de jardinier à Toubab Dialaw avec sa corde qui est incrustée à l'intérieur du bois et qui détermine comment il monte le mur et il escalade le mur. Et la corde, vous l'avez trouvée dedans? Oui, la corde, je l'ai trouvée dedans. Puisque je vous ai dit que pour qu'il grimpe le mur, on lui met un filet de fil de fer. Souvent, je trouve des fils de fer, mais ça blesse la plante. Et là, la corde ne le blesse pas. Elle est devenue un élément intégré. D'ailleurs, cet objet, il est dédié à un vieux monsieur qui a 93 ans et qui s'appelle Gérard Chéné et qui vit depuis 50 ans à Toubab Dialaw. Il est d'origine haïtienne et qui a été d'ailleurs conseiller au ministère de la Culture. C'était quelqu'un qui considérait Senghor comme étant son maître. Donc je l'ai trouvé, il sculpte aussi à Toubab Dialaw. Et je l'ai appelé Gérard est Chéné, mais pas enchaîné, puisqu'il s'appelle Gérard Chéné, Chenet. Il n'est pas enchaîné, puisque tout simplement il a retrouvé dans l'art la capacité de traduire son humanité. Donc le bougainvillier étant une plante étrangère n'était que l'exclusivité de ceux qui sont nantis. Aujourd'hui, nous, indigènes évolués, nous les utilisons sans savoir exactement l'origine de cette plante. Et elle est aussi utilisée dans le vaudou. Et je découvre aussi que les feuilles du bougainvillier, dans l'île de la Réunion, il est interdit de ramener des feuilles de bougainvillier à la maison puisque ça porte malheur. Moi, je ne savais pas. J'ai travaillé sur la plante depuis une année, mais j'avais refusé de lire des choses sur le bougainvillier. Parce que je voulais... si les feuilles sont interdites d'amener à la maison, est-ce que pour les plantes, il n'y a pas de conséquences? Bon, ça, moi, je ne suis pas si superstitieux que cela, même si par ailleurs, je ne ramène plus les feuilles, puisque aussi, il faut, je ne sais pas. Mais je... Ce qui est valable pour les feuilles peut l'être aussi pour les plantes aussi. Oui, bien sûr, puisque c'est lui qui donne naissance aux feuilles. Mais si on a spécifié, on a dit les feuilles, on n'a pas dit l'arbre transformé en objet autre que celui de l'arbre, puisque ça, ce n'est plus l'arbre, ce n'est plus la plante. C'est plutôt un individu assis et sans visage. Donc, il est masqué peut-être et sans visage. Vous parlez d'un individu, comment vous pouvez le caractériser? On n'a pas vu les différents membres qui composent l'individu. Donc, expliquez-nous un peu ce qu'on peut ça, comprendre. C'est comme si c'était une main droite. Ça ressemble à une main droite, par exemple. Vous voyez là, ça ressemble à une main droite. Et ici, ça ressemble à un pied. Et tout le corps est par là. Denbi, si on parle wolof. Et là, je vous ai montré le visage que j'ai éliminé, parce que j'ai pensé au masque. Mais si vous regardez très bien aussi, il y a d'autres visages qui apparaissent. Par là, latéralement. Il suffit de le tourner. C'est-à-dire le principe aussi de ce que je fais, c'est qu'il faut tourner la chose pour voir plein d'autres choses. Une seule chose condensant plusieurs choses, comme une puce électronique. Parce qu'en fabriquant ça, j'ai pensé à la puce électronique. Vous voyez par exemple ici, il y a un cœur que j'ai mis. Il y a un pic. J'ai dit le pic mon cœur, comme la chanson du rappeur français.
Et il y a souvent apparition aussi de Kori que je fais apparaître. Exactement. À chaque moment, il y a une façon, je ne sais pas. Et puis, comme il grimpe aussi, j'ai compris pourquoi souvent il y a des sortes de mains ou de doigts qui sortent. Par exemple, ça, c'est pour aller s'accrocher. Je vais prendre l'exemple de celui que je viens de cueillir spécialement pour vous. Il est là, dans cette couleur. Mais je peux le transformer rapidement et voir d'autres images. Par exemple, je peux allier comme ça et voir si ça peut sortir quelque chose. Déjà, on peut dire que c'est un animal. Un animal, quel genre d'animal par exemple? La forme, c'est la forme que je vois. Oui, moi, c'est la forme que je vois. Vous pouvez voir autre chose. C'est ça aussi l'intérêt. À chaque fois que je fabrique quelque chose, je l'amène quelque part, je dépose. Les gens disent « Ah, j'ai vu ça, j'ai vu ça ». Je dis « C'est ça l'intérêt, puisque vous vous l'appropriez. Il ne m'appartient plus. Ne regardez pas ce que j'ai vu. Regardez ce que vous avez vu pour qu'on puisse l'échanger. Il ne m'appartient plus, donc vous pouvez le prendre. » Puisque si vous allez dans un magasin, vous choisissez votre article en fonction de vous-même. Ce n'est pas le commerçant. Le commerçant peut venir pour commenter, mais c'est à vous de choisir finalement soit de la couleur, soit la forme. Donc, et moi, tout à l'heure, en le coupant, j'ai pensé au caméraman. Puisque si je le tiens ainsi, il y a comme une personne qui est tenue debout avec au bout. Donc ça, si je comprends bien, c'est notre caméraman qui est là, que vous voulez représenter. Certainement. Puisque je l'ai coupé spécialement pour vous. Puisque j'ai dit tout à l'heure au patron que je vais aller cueillir un bois tout frais pour qu'on puisse l'utiliser et voir exactement comment il se comporte avant d'être gratté. Puisque moi je dis que je ne sculpte pas, mais je gratte. Puisque je suis les courbures du bois tout en dessinant. En réalité, je dessine sur la plante. Et je lui laisse le loisir aussi de me sortir tous ces éléments qui peuvent permettre une assise. Et ça, on a par exemple quelle forme, par exemple? On peut penser à un insecte. Je ne sais pas ce que c'est. C'est l'individu. Moi, déjà, j'ai vu quelque chose. Il y a un individu par là, avec un pied et un autre pied. Et tout le corps est là. Mais je peux vous sortir un autre visage. Vous regardez par là, vous voyez le visage d'un individu. Il est là. Avec le nez, et je l'ai donc, c'est toujours la série Gérard Chéné, parce que j'ai fait une série de 4 objets que j'ai intitulé Gérard c'est Chéné, mais pas enchaîné, pour lui rendre hommage et tout ce qu'il a fait comme architecture dans la zone de Toubab Dialaw. D'accord. Mais au-delà de ces représentations qu'on a vues ici, par exemple, un individu que vous représentez, dans lequel on a vu différents aspects, par exemple, on a vu un cœur que vous avez dessiné, on a vu aussi un insecte, une corie aussi qu'on a vu. Donc, au-delà de ces représentations aujourd'hui, quel est le message que vous voulez faire passer? Ça, c'est une excellente question. Quel est le message que je veux faire passer? Il faut que je remonte aussi aux romans que j'écris et aux livres scientifiques même que j'écris. Puisque l'un de mes derniers romans, c'est sur l'environnement. Il s'appelle Tangana sur Tefes. Tangana, le petit magasin où on va manger, et le Tefes. Et j'ai décrit donc tout mon quartier, Fenêtre Mermoz, toute la côte et tous les changements. Et j'attirais l'attention d'ailleurs dans la première partie sur ce que j'appelle l'écriture biologique. C'est-à-dire l'écriture biologique, c'est celle qui va à l'intérieur de la société, qui écoute les paroles de la société, les bruissements du changement. Parce que si on veut comprendre qu'une société est en train de changer, on doit plonger dans son magma, c'est-à-dire dans sa production quotidienne de la culture. Comment se fait? C'est très difficile puisque c'est le moment de tremblement, c'est le moment des choses toutes fraîches, mais je crois que la nature nous permet de voir ça. Et de plus en plus, avec la maladie que nous sommes en train de traverser, nous sommes obligés de retourner dans la brousse pour chercher un médicament. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les Wolofs disent garab. Garab, dans le garab, il y a 2 choses. Il y a le garab bouifaj et le garab boutahaw. Thème.
Les Poulards disent la même chose, l'éki. Dans l'éki, il y a le médicament et il y a l'arbre qui est debout. Mais les Européens disent arbre et médicament. Mais nous, c'est les deux. Donc nous avons là quelque chose à creuser et qui va nous permettre de mieux comprendre que nous devons peut-être chacun d'entre nous retourner vers son garab. Bon, je joue avec. Maintenant, moi, j'ai trouvé un garab qui me tranquillise en tout cas. Puisque tout simplement, j'y dépense une certaine énergie qui inhibe toute possibilité de velléité de dole. Parce que aussi c'est ça. C'est-à-dire que l'art permet de récupérer peut-être son humanité. Parce que tu es là devant une réalité que tu dois faire ressortir. Parce que ça, je ne sais pas ce que c'est. Mais tout d'un coup, c'est devenu un escargot. Et je vais vous le montrer, puisque je l'ai pris spécialement pour illustrer un livre, le dernier livre de Dany Laferrière. Il y a un escargot, Dany Laferrière, qui est aussi d'origine haïtienne et qui est à l'Académie française et qui est réfugié au Canada et qui est issu de la première République noire. Et donc la couverture, c'est un escargot. Et tout d'un coup, je trouve un escargot. Et si je le montre comme ça, l'escargot est là. C'est l'escargot. C'est vrai. Donc, on peut l'utiliser en tant qu'objet d'art et on peut l'utiliser aussi pour illustrer des livres. Parce que de plus en plus, je proposais souvent à des éditeurs qu'on peut faire sortir un livre avec un objet d'art. Comme ça, les gens vont s'habituer à l'art. Et je dis aussi souvent que cet objet-là, ça dépendra. Et on ne peut pas le refabriquer sans l'industrie, je crois. Je suis peut-être un peu illuminé, mais on ne peut pas le fabriquer sans l'industrie. Et c'est facile. Une équipe, la dimension 3D, reprendre toutes les dimensions et faire un objet d'art, un grand objet d'art, qui sera acheté par la famille A. Et la famille A, quand elle va acheter le grand objet d'art, on peut lui fabriquer le petit pour l'enfant. Parce qu'ici, on peut faire des vis. On dévisse cette partie, il y a 3 parties. Et dans une boîte, l'enfant de la famille A son objet d'art, en miniature, et l'enfant de la famille B a cet objet aussi démonté avec les articulations, parce qu'on peut le faire. S'ils sortent dans la rue, chacun d'entre eux avec son objet d'art, ils n'auront pas le temps de se battre. Ils auront plutôt d'être stupéfaits devant l'objet. Qu'est-ce que tu as, la famille A, vous avez ça? Oui, c'est l'objet d'art qui se trouve dans notre salon, mais j'ai la miniature. Et c'est en couleur, ils vont réapprendre à assembler les couleurs et réapprendre aussi à utiliser leurs mains. Puisque aujourd'hui, nos enfants jouent avec l'électronique. Ils crient avec des émoticônes. Nous ne sommes pas des émoticônes. D'accord. Et ces objets d'art, qu'est-ce que vous en faites après? Est-ce que vous avez un centre d'exposition ou bien vous les commercialisez quelque part? Qu'est-ce que vous en faites exactement? Non, la commercialisation, je n'y pense pas du tout encore, puisque c'est vrai que depuis une année, je le fais, mais je n'ai jamais pensé commercialiser d'abord. Il faut que l'idée prenne tout autour de moi et qu'elle soit même à l'intérieur de mon corps, que je puisse produire quelque chose. J'ai produit, je suis en train d'écrire un livre autour de ça. C'est ça d'abord qui m'intéresse, c'est de vulgariser l'idée. Si les gens pensent qu'il y a quelque chose qui peut être partageable par tout le monde, c'est tant mieux, parce que moi j'ai atteint mon objectif. Mon objectif, c'est l'aventure d'aller gratter. Et maintenant, chez moi, c'est rempli d'objets. Je n'ai pas un centre d'expo, c'est mon souhait le plus absolu, c'est de pouvoir exposer, puisqu'il y a autre chose qui est à l'intérieur de cette plante. On peut y fabriquer des jouets, je les ai déjà fabriqués et colorés, ils sont à la maison. On peut même les redessiner pour en faire la motte, puisque le soir, je prends les plus petits objets, j'ai des projecteurs la lumière, je projette 2 lumières, et donc j'ai une double ombre, et je redessine les ombres qui sont projetées par la lumière. Et je les redessine, et je suis en train de préparer pour coudre 2 basins à partir de ce que j'ai dessiné, pour voir est-ce qu'on peut aussi influencer
la mode. Parce qu'il faut rêver. Je crois que c'est le rêve qui nous manque. Et le rêve ne se réalise pas dans la ville, il se réalise dans la nature. Si on n'est pas dans un truc comme ça, on ne peut pas rêver. Un truc sec, on ne peut pas rêver dedans. On a plutôt envie d'aller chercher à régler la sécheresse. Mais quand on est dans la nature avec ces oiseaux et la tranquillité nécessaire, on doit rêver. Et je crois que, sans exagération de ma part, si j'ai la possibilité d'expliquer davantage ce que j'ai vu à travers ce que je fais depuis une année, je suis persuadé qu'on peut faire quelque chose. Et de plus en plus, en blaguant un peu entre guillemets, j'ai dit que l'industrialisation de l'Afrique doit passer par l'ouverture des industries de jeux des enfants, des jouets, je crois. Parce que les enfants sont plus nombreux, ils ne jouent plus, il faut les remettre au jeu et à la créativité. La créativité ne se trouve pas dans raconter l'histoire des ancêtres, non. La créativité se trouve dans la possibilité de transformer son environnement en fonction de ce que nous voulons nous-mêmes. Et le bougainvillier, je l'ai même écrit, il vous fait faire ce qu'il veut comme vous le voulez. Il vous fait faire ce qu'il veut comme vous le voulez, puisque vous suivez ses traces. J'exagère les lignes et comme je dessine beaucoup, je reproduis les images que j'ai dessinées aussi peut-être inconsciemment à l'intérieur du bois. Parce que si je revois mes dessins, ils sont pratiquement les mêmes. Bon. Donc, on va s'intéresser un peu aux soucis environnementaux parce qu'on a vu aussi que c'est des plantes que vous cueillez quelque part. Mais est-ce que là, vous ne participez pas à la dégradation de la nature? Non, puisque je vous ai dit tout à l'heure que je l'ai même dit dans une émission que je suis le bout du monde des jardiniers. Parce que c'est dans les poubelles des jardiniers que j'ai ramassé ces objets. Je les ai ramassés d'abord dans les poubelles, mais je vais dire la vérité, je l'ai dit même d'ailleurs à la télé, je n'ai pas peur de le dire, je dégrade une concession, sans aucune prétention. Donc vous le faites de façon volontaire ou bien... Oui, c'est volontaire, ce n'est pas un diable qui me pousse. Mais cette concession que je ne dégrade pas, je fais des cueillettes maintenant. Non, je viens, je cherche et puis je coupe. Mais j'ai dit aux jardiniers qui étaient là, j'ai dit, laissez-moi couper, mais si vous coupez, c'est mieux. Maintenant, j'évite de couper, parce que si on me prend en train de couper, la concession, je dégrade la concession d'un individu, de quelqu'un. Mais s'il me prend, je vais m'expliquer, je vais lui donner les objets que j'ai fabriqués. Et il va voir que je ne dégrade pas sa concession, mais je choisis. Ça, par exemple, je ne l'ai pas dégradé. Ça, je l'ai ramassé dans une poubelle. Ça, je viens de le couper. Et vous êtes, complice. Non, je ne suis pas complice. Je vous ai trouvé ici avec. Donc, ce que je veux comprendre, par exemple, si vous coupez, par exemple, ces arbres-là, est-ce que vous avez une idée de comment vous allez faire pour les remplacer ou bien de comment faire pour éviter de couper, pour trouver une autre solution au lieu de couper? Bon, sans blaguer, en réalité, le bougainvillier, il suffit maintenant que vous le jetez dans un pot, il grimpe. Vous le posez là, coupé, il grimpe. Et généralement, je ne coupe pas la racine, non, je coupe au milieu. Je vois, par exemple, lui, il était coincé comme ça. Donc, j'ai arrêté ça, mais il va revenir. Et comme j'ai été jardinier, je sais, j'ai mon sécateur, je coupe exactement ce que j'ai appris. Là où la sève peut monter tranquillement sans qu'il n'y ait une blessure. Souvent, vous voyez les arbres, il y a un bout qui est tout noir, c'est qu'on ne l'a pas coupé. Avec quoi vous grattez ça? Je gratte ça avec un cutter. Je gratte ça avec ce cutter et ça fait des blessures profondes. Mais bon, c'est moi qui me suis aventuré. Moi j'utilisais le stylo, mais maintenant j'utilise un cutter que j'ai utilisé en tant qu'ouvrier aussi en France. Dans les magasins, j'étais marchandiser, donc je déchirais aussi les cartons
en France pour mettre les produits dans les rayons des grandes surfaces. Donc je connais aussi ce danger, c'est dangereux. Je ne le conseille à personne, puisqu'il fait des blessures terribles et profondes. Mais moi, c'est moi qui ai choisi de gratter du bois. Et ce n'est pas mon milieu, donc il faut que je sente aussi la douleur de l'artisan. Parce que souvent, je commande souvent des tableaux, je commande des trucs, des œuvres. Et tout d'un coup, je me suis dit, il faut que je me mette aussi dans le bain pour que je puisse comprendre la souffrance de l'artisan qui produit. Je ne vais plus maintenant, si par exemple je devais commenter un objet d'art, je ne commande plus l'objet d'art en tant que tel seulement. Non, mais je sais la souffrance qui a conduit à ce objet d'art. Donc je me mets à la place de l'artisan. Parce que moi, je suis borom et stylo, mais aujourd'hui, j'utilise mes mains pour mieux comprendre que les ouvriers, les artisans font partie intégrante aussi de l'intelligence que nous sommes en train de bâtir. D'accord. Les artisans font partie de l'intelligence que nous sommes en train de vivre. Donc, votre dernier mot, parce que nous sommes au terme de notre émission, si vous avez un message à faire passer, donc vous faites face à la caméra et vous dites votre message. Bon, mon message, c'est que je remercie le patron de Tchei Dakar, qui a eu une réaction qui n'est pas tout à fait naturelle chez nous. Il a réagi comme un éditeur qui vient de trouver un manuscrit qui le captive. Je ne dis pas que ce que je fais l'a captivé, mais c'est sa réaction. C'est ça, donc, le manager doit avoir un sentiment. Il ne doit pas seulement voir le résultat qu'il peut obtenir, mais le sentiment, puisqu'il l'a fait en 1 seconde. Il me dit, vous êtes prêt à nous parler 15 minutes? Donc le message que je veux faire passer, c'est qu'il faut qu'on apprenne à partager. Il faut qu'on réapprenne à partager ce que nous gardons pour nous. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, j'ai atteint mon but, puisque j'ai cueilli, j'ai gratté, et aujourd'hui, quelqu'un est en train de m'interviewer. Maintenant, venez pour qu'on en parle, il y a quelque chose dedans. 30 minutes ou 40 minutes, sans préparation, je ne peux pas expliquer ce qu'il y a à l'intérieur de cette chose. Mais j'y crois profondément et je m'y donne profondément. Et c'est pourquoi j'accepte les blessures et le sang qui coule de ma main gauche. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes au terme de notre émission de Les Rendez-vous de Tchei Dakar. À la prochaine fois. Merci.